Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler un peu de foot aujourd'hui. Alors oui, malheureusement le sport est à l'arrêt, le foot entre autres, hein. Mais ça ne nous empêche pas d'en parler. Alors oui, c'est compliqué de parler, la dynamique des équipes, qui va gagner quoi, etc. Bon, alors je me suis dit aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur ce que j'aimerais peut-être changer ou améliorer, ou des idées que j'aurais à proposer pour la suite du foot, tout simplement, à partager, hein, à débattre. Voilà, bon, j'ai fait plusieurs petits thèmes, on va dire, à commencer par, disons, les compétitions nationales, puisque là en ce moment on parle un peu de l'Euro, bon, voilà, des jeux, etc. J'ai commencé par les compétitions. Euh, alors la Coupe du Monde, j'ai pas grand-chose à dire, mais l'Euro justement, une petite chose à dire sur l'Euro, parce que l'Euro, comme on le sait, bon là sera en 2021 et sera à 24 équipes. Voilà. Concept qui plaît beaucoup visiblement à Gianni Infantino. Personnellement, j'aime pas du tout. Pourquoi j'aime pas du tout? Parce que on a déjà pu tester ce mode de compétition avec l'Euro 2016. Personnellement, j'ai pu regarder à 3 ou 4 matchs près tous les matchs de l'Euro 2016, vraiment. Et alors, comment expliquer ça? Vous vous rappelez quand on regardait France-Pérou, France-Danemark, match de la honte là, pendant la Coupe du Monde 2018, hein, je parle évidemment. Voilà, ce genre de match qu'on a tous trouvé évidemment pas beau à regarder, il n'y avait pas de rythme, ça jouait pas bien. Le plan tactique était pas au point. Bon, les joueurs étaient encore pas vraiment. T'avais l'impression de pas concentrés. Bon, voilà. Ces matchs-là, ils étaient chiants, ils étaient pas très beaux. Et ben, je peux vous dire que c'était des douceurs comparé à Irlande du Nord, Pologne, que je me suis tapé à l'Euro 2016. Et des matchs comme Irlande du Nord, Pologne, bah, malheureusement, il y en a eu quand même plusieurs à l'Euro 2016. Et, euh, et en fait, moi, ça me gêne de voir, parce qu'il y a plus d'équipes, donc a priori des équipes qui, enfin, 8 équipes qui n'auraient pas pu accéder à l'Euro, donc souvent c'est des équipes moins fortes, hein, que les autres. Bah en fait ça ternit un peu le jeu, ça ternit un peu la beauté de la compétition, ça amène des équipes moins fortes et en fait ça joue sur le spectacle, je trouve, premièrement. Donc on se retrouve avec plusieurs matchs moins bons. Donc je vois pas vraiment l'intérêt d'ajouter des matchs moins bons. Alors après c'est bien, il y a plein d'équipes qui participent, mais je veux dire il y a déjà 16 équipes à l'Euro, qui je trouve était une compétition assez intéressante, assez relevée avant. Là t'en rajoutes 24, t'en rajoutes 8 pardon pour en faire 24. T'as deux groupes de 4 équipes en plus et en fait tu baisses le niveau, premièrement, donc c'est compliqué. Ensuite, bah, tu ajoutes des matchs encore à un calendrier. On sait, on dit tout le temps là, les joueurs ils sont surchargés, ils ont beaucoup de matchs, plein de compétitions, plein de trucs. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des matchs. Pour ça aussi, je trouve pas que ce soit vraiment une bonne chose. Et puis, il y a un dernier petit facteur, c'est qu'on l'a vu en plus, l'exemple a été parfait avec le Portugal en 2016 qui remporte donc l'Euro en ayant fini troisième de sa poule. Tu t'es remis troisième d'une poule de 4 et tu peux quand même gagner l'Euro. Enfin, je veux dire, il y a un moment, putain, c'est vraiment incroyable quoi. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi de faire des poules de 4 si t'en as plus de la moitié déjà qui peuvent se qualifier? Alors après, on sait, c'est. Mais je sais pas, il y a vraiment un côté, voilà, pas très méritant de terminer troisième, et pourtant tu peux continuer, et à l'image du Portugal, bah, te retrouver champion, quoi. Enfin, ça, je trouve ça un peu dégueu, quoi. Donc bon, je m'en fous que le Portugal, que ce soit le Portugal qui ait gagné, puisqu'une autre équipe, j'aurais dit la même chose pour toute équipe qui avait fini troisième et qui s'était qualifiée au tour d'après, quoi. Donc voilà, je trouve que, voilà, tu fais 4 poules de 4, deux équipes se qualifient, c'est très bien. Là, déjà, tu fais 6 poules de 4. Les deux premiers se qualifient en plus de certains troisièmes, parce qu'il faut être le meilleur troisième. Donc ça veut dire que tu as des troisièmes, ils vont se retrouver peut-être dans une poule plus difficile, ils vont mettre moins de points, ils vont pas passer qu'une équipe qui est tombée dans une poule où les deux devant sont moins forts, et du coup ils vont passer parce qu'ils ont plus de points. Enfin bref, voilà, c'est pas très. Je trouve pas ça très juste. Et pour le spectacle, comme j'ai dit, plus de matchs ne veut pas dire plus de spectacle malheureusement. Donc voilà, alors je sais qu'ils font ça dans le but d'ouvrir le football le plus possible au plus de pays possible, mais
Moi, je trouve pas ça bien, quoi. Je trouve pas ça positif pour la compétition en elle-même. Bon, voilà, ça c'était le petit truc sur l'Euro. D'ailleurs, pareil pour la Coupe du Monde. Elle est pour l'instant à 32 équipes. Si on pouvait éviter de la passer à 48 ou à 52, hein, ce serait sympa. Voilà, ça c'était pour l'Euro. Ensuite, je vais continuer dans les compétitions. Je vais passer à la CAN. Parce que la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations, on sait qu'il y a un petit problème quand même. Alors j'ai rien contre la CAN, hein, chaque continent a sa compétition, c'est très bien. Le problème de la CAN, c'est que elle est très sous. Alors là, pour le coup, la dernière édition était jouée en en été, pardon, et du coup, ça gêne pas ça a pas trop gêné quand même les championnats et tout, donc ça c'est cool. Le problème de la CAN, très souvent, c'est qu'elle est jouée en hiver, au début printemps, quoi. Et du coup, elle est jouée en plein milieu du championnat, quoi. Et en fait, ça, je trouve que c'est un gros problème pour le football africain, parce que là, on parle beaucoup du football africain, de comment le développer, que par exemple, voilà, des fois, il y a des joueurs africains qu'on considère moins, etc. Mais le problème aussi, c'est que en plus, eux, leur compétition est toutes les 2 ans, tous les 2 ans, pardon. Et en fait, tous les 2 ans, tu te retrouves avec des joueurs qui partent en plein milieu de leur saison pour aller jouer avec leur équipe nationale. Donc en fait, je veux dire, tu pars à un moment, comme tu pars à peu près au moment de la Ligue des Champions, de ces époques-là. Je sais pas, aujourd'hui, je peux citer plein de joueurs africains: Salah, Mahrez, Mané, je sais pas, même allez, disons Nicolas Pepe, tu vois, bon, mais plein d'autres, hein. Serge Aurier, j'en sais rien, tous les postes, voilà. Onana, le goal de l'Ajax, voilà, bon. Des mecs quand même qui jouent des coupes d'Europe, en plus de jouer des championnats déjà nationaux, et qui vont devoir se barrer en plein milieu de la saison pour aller jouer avec leur équipe nationale. Donc le problème, c'est que tu casses ta dynamique de club pour aller en sélection, et à l'inverse, on l'a déjà vu, il y a des joueurs qui ne veulent pas casser cette dynamique de club et qui restent dans leur club, donc qui ne vont pas jouer la CAN. Et en fait, c'est là que tu te dis, ouais, mais attends, donc c'est soit le mec qui casse sa dynamique de club pour jouer pour son pays, soit en fait il y va même pas parce qu'il montre qu'en fait le mec préfère jouer à la Ligue des Champions que jouer à la CAN par exemple, voilà. Donc je trouve que c'est pas très cool pour le football africain. Alors le problème, c'est que en Afrique, on sait très bien, quand tu arrives en juin, juillet, août, en général il fait entre 30 et 40 degrés dans la plupart des pays, et qu'organiser une CAN avec des matchs où tu joues sous 35, 38 degrés, bah, c'est compliqué, quoi. Alors cette année, voilà, ça a été fait, j'ai l'impression que c'est plutôt bien passé. Bon, après, est-ce que c'est le meilleur moyen? En fait, moi je trouve que cette CAN, c'est soit elle est, ils arrivent à l'organiser en été, pas en même temps que les championnats, quoi. Que ce soit pour les championnats ou pour la CAN, parce que ça, le problème c'est que ça impacte les deux, quoi. C'est négatif pour les deux. Donc soit ils arrivent à l'organiser l'été, soit bah il faudrait peut-être en faire une tous les 4 ans, quoi. Comme ça, elle est en plein milieu des championnats, mais qu'une fois tous les 4 ans. Et du coup, ça empêcherait le. Parce que c'est pareil, t'es un club, il y a une CAN en plein milieu de ta saison, bah peut-être que tu vas te dire: ouais, putain, j'aurais bien aimé recruter voilà, Mané ou Nicolas Pepe, et tu te dis: ouais, mais en fait le mec il va se barrer, tu vois, en plein milieu de la saison il va se barrer un mois pour jouer une compétition, quoi. Et il va la jouer à fond, et quand il va revenir il sera peut-être cramé, blessé, on sait pas. Donc tu te dis: ah bah en fait je vais peut-être pas l'acheter, je vais acheter je sais pas, je vais pas acheter, je dis n'importe quoi, mais je vais pas acheter Mané, je vais acheter Raheem Sterling, tiens, voilà, parce que bah, Sterling lui il partira pas, quoi. Voilà, donc ça aide pas non plus le football africain, les joueurs africains, donc c'est voilà. Si ça pouvait être décalé en été comme ça a été fait, ou bah au pire s'ils peuvent pas la faire une fois tous les 4 ans, peut-être, ça peut être une solution, je trouve. Bon voilà, et la dernière compétition dont je voulais parler, compétition nationale, c'est les JO, parce que voilà, il y a eu cette année, enfin on en parle cette année. Euh, Par rapport au foot, alors c'est vrai que nous dans le foot, les JO c'est pas du tout une priorité, c'est même pas une considération, mais il y a quand même un truc: pourquoi est-ce que les JO c'est accessible qu'aux moins de 23 ans? Alors, tu as le droit d'amener 3 joueurs de plus de 23 ans en plus dans ton équipe. Mais pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas cette règle de moins de 23 ans? Pourquoi tous les joueurs qui veulent jouer les JO ne pourraient pas le faire? Je veux dire, il y a un moment, on dit toujours: ouais, ouais, les JO, on s'en fout dans le foot et tout, mais de toute façon, tu peux pas envoyer tes meilleurs joueurs. Enfin, tu peux en envoyer 3, voilà. 3 de ton choix, et après, t'es obligé de prendre des moins de 23 ans. Je veux dire, c'est débile. Donc bon.
Ça pourrait être pas mal de changer ça et de pouvoir envoyer qui tu veux en fait. Comme ça, peut-être que ça relèverait le niveau et peut-être que les JO reprendraient de l'importance dans le foot et ça permettrait de faire une nouvelle compétition que les gens ont envie de jouer, voilà, tout simplement, où les joueurs ont envie d'aller. Voilà, c'était le petit côté compétition. Il y a d'autres choses à dire. J'ai un deuxième thème, disons, le championnat de France. Alors je vais dire les championnats, la Ligue 1 et la Ligue 2. Je trouve qu'il y a plusieurs choses qui pourraient évoluer dans un sens ou dans un autre. Moi, la première chose que je pensais depuis un moment, c'était la suppression de la Coupe de la Ligue. Je pense que cette année, c'est fait, hein, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Donc ça, voilà, cette année, c'est la dernière édition. Ensuite, il y a quelque chose qui... Alors, je vais enchaîner plusieurs idées, ce sont des idées. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, je sais pas, mais pour essayer de rebooster la Ligue 1, le championnat, un peu surdominé par Paris, on le voit. C'est vrai que maintenant les grands championnats, alors à part l'Angleterre qui change un peu régulièrement, l'Espagne, bon, il y a une bataille quand même souvent entre le Barça et le Real. Par exemple, en Allemagne, on voit très très souvent un Bayern. Euh, en Italie, très souvent la Juve. Chez nous, c'est très souvent Paris maintenant, et avant, c'était très souvent Lyon. Euh, bon, on voit, voilà, quand une équipe surdomine, bon, de toute façon, elle surdomine, mais c'est vrai que le championnat, des fois, est plié plusieurs journées à l'avance et tout, etc. Bon, voilà. Pour rebooster, moi, j'ai quelques petites idées, notamment le fait déjà de passer de 20 équipes en première division à 18. Évidemment, pourquoi pas faire pareil en Ligue 2, bon, passer de 20 aussi à 18, voilà, donc ça ferait descendre quelques équipes encore plus bas, mais bon, ça permettrait déjà d'alléger le calendrier de 4 matchs. Là, je pense plutôt à la Ligue 1. Alléger, je vais y arriver, le calendrier de 4 matchs, puisque tu enlèves 2 équipes, aller-retour. Ensuite, le but d'alléger un petit peu ça, ce serait de le remplir un peu plus tard. C'est-à-dire, pourquoi pas, en enlevant ces 4 matchs-là, essayer de les réutiliser d'une autre manière et pourquoi pas mettre des playoffs à la fin de la saison. Un peu comme au basket ou comme au rugby, on prendrait nos 18 équipes, on arriverait à la fin de la saison, donc tout le monde se joue, tout le monde joue ses 36 journées, donc, et... non, 34 journées, pardon, oui j'ai dit 36, 34 journées, tout le monde jouerait ses 34 journées, et à la fin, alors, le 20e descend, le 20e, il n'y en a plus, le 18e descend, le 17e descend, le 10e et 10e, voilà. Et les 8 premiers s'affrontent dans un tournoi de playoff pour être champion. C'est-à-dire que l'équipe qui finirait première en championnat, elle serait qualifiée en Ligue des Champions, l'équipe qui finit deuxième qualifiée en Ligue des Champions, voilà, ça bouge pas. Le classement lui-même ne bouge pas. Par contre, le premier affronterait le 8e, le deuxième le septième, le troisième le cinquième, le sixième pardon, et le quatrième le cinquième. Donc la logique, hein, dans un match, pourquoi pas aller-retour, ce qui ferait 2 matchs, ce qui équivaut à un quart de finale, puisqu'il y a 8 équipes. Ensuite, tu passes en demi, tu fais un match aller-retour, et pourquoi pas une finale en one-shot, pas forcément aller-retour, je sais pas, bon. Ce qui ferait 5 ou 6 matchs si on met la finale en aller-retour. Et en fait, ce qui permettrait, voilà, de. Alors, même si tu vois, par exemple, Paris est surdominateur en ce moment, et que, en fait, même en mettant ce système de playoff, peut-être qu'ils gagnent les 5 prochains championnats si on reste en championnat normal. Peut-être que si tu mets des playoffs, ils gagnent les 5 prochaines playoffs, tu vois, ça changerait rien. Mais il y aurait ce côté, putain, il faut faire quart de finale, demi, finale et tout, tu vois, jusqu'à la finale, tu sais pas qui est champion. Tu as les classements de saison régulière qui te qualifie en Ligue des Champions, et le huitième qui n'est pas qualifié en Ligue des Champions peut très bien être champion de France. Voilà, ce serait. En fait, ça relancerait un peu la fin du championnat, ça donnerait un peu voilà, ça te redonnerait quelques matchs intéressants en plus, parce que je sais pas, quand tu vas voir le troisième contre le quatrième, tu vas te dire, le quatrième contre le cinquième, tu vas te dire, quand même, c'est pas un match de merde et tout. Voilà, donc ça pourrait relancer un petit peu l'intérêt de fin de championnat, pourquoi pas. Moi, en tout cas, c'est une idée qui me plaît bien. Ensuite, bon voilà, pour la Ligue 2 aussi actuellement il y a un truc que je trouve complètement scandaleux, c'est il y a en fait on prend il y a des sortes de playoffs en fait justement pour monter des barrages de la troisième à la sixième place. Donc il y a un premier match et ensuite il y a un deuxième match et ensuite il y a le match de barrage contre la Ligue 1.
Mais c'est quand même incroyable de se dire, le mec qui arrive de Ligue 2, il est censé déjà, alors même s'il a fait une meilleure saison que le 18ème de Ligue 1, il est censé quand même être moins fort puisqu'il est en Ligue 2. Et non seulement il est censé être moins fort, mais en plus il doit faire plus de matchs avant d'arriver dans un laps de temps qui est le même, hein. C'est-à-dire entre le moment où le troisième, enfin entre le moment où celui qui va remporter les barrages de la Ligue 2 et le 18ème n'aura joué aucun match de Ligue 1. Par contre, le mec de Ligue 2, il a déjà joué, il a déjà joué 2 matchs. Et encore, je crois que c'est aller-retour, donc il en aura joué 4. Et en plus, il doit aller jouer les barrages contre le 18ème de Ligue 1, ce qui est déjà pas facile. Non, moi ça on enlève. À partir de maintenant, bon voilà, alors, selon mon système où je voudrais que 18 équipes, ce serait le 18ème et le 17ème qui descendent. Le 16ème affronte le 3ème de Ligue 2 dans un seul barrage aller-retour, c'est tout. Il n'y a pas de 12 000 équipes qui s'affrontent, non. Comme ça, c'est juste, tout le monde a le même nombre de matchs et c'est parfait. Voilà. Et donc le premier et le deuxième de Ligue 2 montent et le troisième affronte le 18ème de Ligue 1. Je vais arriver le 16ème de Ligue 1, en tout cas l'avant-avant-dernier dans un barrage. Aller-retour, tout simplement. Voilà. Pourquoi faire de l'injustice comme ça? Et même si mon idée de playoff, de toute façon, elle va pas arriver comme ça, l'an prochain, moi j'aimerais bien voir, au lieu de faire là ces barrages là de Ligue 2 et foutre je sais pas combien de matchs à l'équipe de Ligue 2 avant qu'elle affronte l'équipe de Ligue 1, non, la troisième de Ligue 2 affronte le 18ème de Ligue 1. Hop, fini, point. Ça n'a rien d'ajouter 15 000 matchs. Enfin bref. Voilà, ensuite, alors ça c'est un truc qui devrait être un peu plus au niveau européen ou dans tous les championnats, mais je vais parler déjà de la Ligue 1. Nous en Ligue 1, nos arbitres, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est-à-dire que t'arrives à la fin d'un match, il y a une action litigieuse où l'arbitre a dû prendre une décision, faire un choix, bon, c'est contesté. Il peut pas arriver à la fin, il peut pas arriver en interview, tu vois, comme tous les joueurs qui sont, par exemple, je sais pas, il y a un mec qui prend un rouge bêtement, bah il va être interrogé, il va dire bah non, il y avait pas rouge, ou oui, il y avait rouge, j'étais con, tu vois, bon, il dit son truc. L'arbitre, s'il fait une erreur ou il est sur une action litigieuse, il peut pas venir être interviewé à la fin d'un match et s'expliquer. Tu vois, je pense que ça, si un arbitre pouvait s'expliquer, alors ça empêcherait pas qu'il se ferait quand même tailler et que beaucoup de gens seraient pas d'accord avec sa décision, c'est pas le souci. Mais je veux dire, si le mec pouvait dire, ouais, c'est vrai que là, bon, peut-être j'aurais pu réfléchir autrement, ou ouais, bon, là, non, voilà, moi j'étais pas hyper bien placé, j'ai suivi mes assistants, bon, on était d'accord tous les trois, voilà, pour moi c'est ça. Non, là j'applique la règle et tout, etc. Voilà. Le mec juste il t'expliquerait pourquoi il a choisi cette décision. Bon, alors peut-être que tu lui en voudrais toujours autant, ça changerait rien, mais ce serait cool de pouvoir les laisser s'exprimer parce que c'est quand même l'arbitre, c'est quand même le pire métier du foot, quoi. Et le mec, il est là, il est pour personne et personne l'aime, quoi. Donc il y a un moment, voilà, si l'arbitre pouvait au moins expliquer comment il a vécu la situation et tout pour qu'on comprenne, et puis voilà. Après qu'on soit d'accord ou pas avec lui, bon, c'est autre chose, mais ne pas le laisser seul dans sa merde, quoi. À l'écart, en train de se faire tailler, assassiner et tout, voilà, en disant il est nul. Tout ça pour après arriver au Canal Football Club et entendre Pierre Ménez, ouais, comme d'hab, de toute façon, Turpin était nul, c'est bon, tu vois. J'ai envie de te dire, ok, mais laisse-le au moins s'exprimer, lui, il a pas le droit de s'exprimer. Donc bon. Et alors oui, après, il y a peut-être l'idée aussi de leur mettre des micros sur eux. Moi, je sais pas hyper fan de cette idée. Ça peut se discuter, mais je suis pas hyper fan. Je trouve que ça dénaturerait un peu les réactions. Déjà, on entendrait des choses que certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre. Et ensuite, il y aurait peut-être bon, ça dénaturerait aussi un petit peu le côté réaction rapide. Bon, voilà. Bon. Enfin, bon. Ça se discute aussi. Ensuite, oui, il y a un côté. Alors là, on va rentrer dans quelque chose de plus, de plus financier, de plus, comment dire, plus en rapport avec les agents, tout ça peut-être. Bon, voilà. Je voulais parler des contrats des joueurs, euh, des jeunes joueurs qui sortent du centre de formation. Là, je parle encore une fois pour la Ligue 1, parce que chaque pays a sa façon de fonctionner et tout. Bon, voilà. Moi, je trouve que en Ligue 1, ce qu'on devrait faire, parce qu'on le voit beaucoup. Alors, il y a un exemple cette année, il y a deux exemples cette année, qui sont, bon, il y en a sûrement plusieurs, mais c'est les deux exemples moi qui me permettent d'imager ça. C'est Ryan Cherki et Liadji, le jeune, j'ai envie de dire le jeune de Marseille, même s'il va peut-être, normalement il devrait pas y rester longtemps. Donc Ryan Cherki a signé à Lyon et Liadji n'a pas signé à Marseille. Alors le problème c'est que euh, tu te retrouves dans des situations où en fait Lyon avait l'argent, donc il a signé Ryan Cherki, tant mieux. Marseille n'avait pas l'argent,
et n'a pas signé Liadji. C'est un peu dommage parce que, alors Liadji, je sais pas son niveau, hein, c'est juste le site pour exemple. Peut-être que le mec, il fera rien de sa carrière, mais peut-être qu'aussi demain, il partira je sais pas où, et il sera très fort, et là on se dira, ah, putain, c'est dommage que Marseille n'ait pas pu le signer. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans des situations où en fait, le joueur, il fait ce qu'il veut. Déjà, s'il veut se barrer, bah il se barre. S'il veut pas signer, bah il signe pas. S'il veut te demander toute ta vie de salaire parce que il y a d'autres clubs anglais qui sont là, qui ont 4 fois plus de thunes que toi, même s'ils sont plus nuls, qui posent leurs couilles sur la table, bah qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas lutter pour notre pauvre Ligue 1 là, en plus. Pauvre, c'est vraiment le mot, hein, parce que comparé aux autres championnats, non mais surtout l'Angleterre, tout ça, c'est compliqué de lutter. Moi je trouve que dans cette situation-là, il faudrait quand même essayer de protéger les clubs. Alors je sais bien que les joueurs, tu vois, on n'aime pas non plus que les joueurs soient traités comme de la marchandise et tout, etc. Mais là quand même, je veux dire, tu as un centre de formation, tu sors des jeunes du centre de formation, je veux dire, tu payes leur formation, tu mets beaucoup d'espoir sur eux, c'est eux qui peuvent t'apporter un peu de succès sportif, un peu d'argent, euh, voilà, tu vois, il y a beaucoup de choses en jeu pour les clubs, c'est quand même je veux dire, en Ligue 1, on n'a pas beaucoup d'argent, et ben, ça devrait quand même être une possibilité de miser sur ces jeunes, et en fait, on se rend compte que, bah, notamment alors pour Paris, Lyon, bon, tu vois, Marseille, là, qui ont mal géré, c'est compliqué, mais bon, Paris, Lyon, Lille, voilà, ils y arrivent, il n'y a pas de souci, mais pour les plus petits clubs, est-ce que les plus petits clubs peuvent vraiment signer leurs jeunes quand ils sont talentueux? J'en ai pas vraiment l'impression, et... et du coup, ça handicape vite la Ligue 1 parce que c'est ça qui fait baisser le niveau. Quand les mecs qui ont un minimum de talent, bah, ils s'en vont très très vite parce qu'on leur propose mieux ailleurs en termes de sous. Hein, je parle pas en termes de sportifs parce que bon, je sais pas, la Liadji, s'il y a le Barça, l'Inter, j'en sais rien, tout ça qui viennent de chercher, tu peux comprendre que le mec il se dise ouais, Marseille c'est sympa, mais en fait le Barça c'est cool aussi. Mais le truc c'est que c'est pas que le mec il privilégie autre chose, c'est qu'en fait il vient, il demande un putain de salaire astronomique à Marseille, et Marseille peut pas lui mettre quoi. Et tu vois, Cherki ça a été pareil, Cherki le mec voulait absolument signer à Lyon, enfin il voulait signer à Lyon, rester et tout, sa famille voulait qu'il reste, mais il a quand même pris une putain de blinde, tu vois, mais bon, Lyon pouvait la donner. Mais pour Marseille, tu te dis c'est dommage, il y a plein de mecs dans ces cas-là très souvent chaque année. Moi je trouve que il devrait y avoir donc une, euh, une obligation de signature dès que le joueur a 16 ans, qui sort du centre de formation, qui soit obligé de signer un contrat. C'est obligé, il est obligé, voilà, l'IAG, là, il sort Marseille, il est obligé de signer à Marseille. Et avec un salaire maximum. C'est-à-dire que je sais pas comment on pourrait le définir. Est-ce qu'on le définit par rapport à chaque club et ses revenus, ou par rapport enfin, à son budget, pardon, ou par rapport à une base de toute la Ligue 1? On met une base, je me rends pas bien compte des chiffres, mais je dis n'importe quoi, mais disons qu'on met un salaire à, je sais pas, 10 000 € par mois. C'est énorme, mais voilà, quand tu regardes ce que Cherki prend, on n'est pas à 10 000 € par mois. Et tu prends 10 000 € par mois, par exemple, et tu dis, à partir de maintenant, tous les joueurs qui ont 16 ans, qui sortent d'un centre de formation en France, ils signent automatiquement dans le club, et dans le club français où ils sont, et ils auront 10 000 € de salaire par mois, maximum, point, et c'est tout. Voilà. C'est comme ça, les clubs sont protégés, ils perdent pas leurs élémentaux, et après ça t'empêche pas, l'année d'après, si le mec veut se casser et qu'il est fort, bah tu le vends, je te dis, au Barça, à l'Inter, à Newcastle, si le mec qui veut se casser, et puis voilà. Mais au moins le club peut le vendre. Déjà, tu sais que tu le vends, déjà le club ne perd pas, enfin peut récupérer un peu d'argent, et puis en plus, comme le jeune est obligé de signer, le jeune il va se dire bon bah déjà au moins je suis obligé de jouer peut-être 6 mois, un an au moins avec le club, voire un petit peu plus, et puis peut-être que comme il est sûr de rester, bah, les clubs vont peut-être plus le faire jouer, et comme il va plus jouer, bah, peut-être qu'il va plus vouloir rester, ou qu'il vaudra plus d'argent, que ça aidera plus les clubs, voilà. Moi je trouve qu'il devrait y avoir quelque chose comme ça, qui permette au moins aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, enfin français, de pouvoir assurer leurs arrières et surtout miser sur le centre de formation. Parce que comment tu veux miser sur le centre de formation si les mecs ne signent pas pro quand ils en sortent, tu vois? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc bon voilà, ça permettrait peut-être de relever un peu le niveau. Alors, on parle pas d'une saison, il faudrait plusieurs années pour s'en rendre compte. Mais voilà, on sait qu'on a du talent en France. C'est dommage de les laisser toujours partir en Angleterre ou ailleurs parce que
les mecs sont, c'est parce que nos clubs sont pas capables de les payer, voilà. Voilà un peu, je trouve ça pourrait être intéressant. Et j'en viens à la dernière idée, un peu plus drôle, un peu plus fantasque. Alors celle-là vraiment, je la mets parce qu'elle me fait rire, mais je sais même pas si j'aurais vraiment envie de la mettre en place, mais pourquoi pas un All-Star Game à la façon du basket. Alors au basket on dunk et tout, etc. Il y a un concours de 3 points, il y a un match. Je sais pas s'il faudrait faire un match et tout, mais pourquoi pas un All-Star Game où t'aurais plusieurs petits jeux et une épreuve de coup franc, tu mets 10 ballons devant un mur et puis t'as les 4-5 meilleurs tireurs de coup franc de la Ligue 1 qui s'affrontent et qui doivent tirer leurs 10 ballons de 10 positions différentes pour essayer de mettre le plus de coups francs, etc. Ce genre de petites activités, de petits trucs marrants, peut-être en plein milieu de la saison aussi un peu, qui permettrait de détendre un peu l'atmosphère, tu vois, de se retrouver un peu, de montrer que là, la Ligue 1 c'est aussi un show, c'est quelque chose. Voilà, c'est ça le foot aussi, c'est du show, c'est de l'esprit sportif, c'est de la compétition, c'est l'envie de gagner. Malheureusement, c'est aussi des sous, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi des mecs qui se retrouvent autour d'un ballon et qui viennent faire des choses avec, quoi. Voilà, des choses que d'autres joueurs ne peuvent pas faire ou que les gens lambda ont du mal à faire. Voilà, et ça, ce serait assez intéressant. Je sais pas, un jeu de dribble, tu vois, quelque chose, un parcours à faire, etc. Voilà. Bon, ça, c'est le petit côté marrant. Bon, en tout cas, j'en ai fini avec la Ligue 1 et la Ligue 2. On va passer à un autre thème. Ce thème-là, finalement, il suit un peu ce que je viens d'aborder. J'ai parlé du championnat de Ligue 1, bon voilà. Et ben, on va continuer avec ce qui entoure un peu plus ça, la Ligue des Champions et l'Europa League, les compétitions donc européennes organisées par l'UEFA. Euh, Il y a des choses, je pense, qu'on pourrait peut-être changer, améliorer, qui rendraient la compétition un peu plus attractive. Notamment aujourd'hui, alors on parle de Ligue des Champions fermée, on parle de tout ça. Moi, je trouve pas ça génial, une compétition fermée. Enfin, je veux dire, on a nos championnats, t'as des équipes qui des fois font une très bonne saison, bah elles méritent d'aller en Ligue des Champions, c'est comme ça, elles l'ont mérité. Euh, Ce qui serait intéressant, ce serait de, pourquoi pas, déjà rendre la Ligue des Champions plus forte. Comment faire ça? Et ben en fait, enlever là toutes ces équipes qui sortent du, parce qu'il y a un coefficient en UEFA, je rappelle, pour le classement de chaque championnat. Donc je crois que si je dis pas de conneries, la Liga doit être première. La première ligue doit être deuxième. Après, il doit y avoir la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1. Et ensuite, derrière la Ligue 1, il doit y avoir le Portugal. Après, je suis pas sûr exactement, mais tu dois avoir Russie, Belgique, Pays-Bas, quelque chose comme ça. Bon, euh, voilà. Et par exemple, en 12e position, quelque chose comme ça, tu dois avoir Chypre. Voilà, on arrive vite vers ces équipes-là. Et pourquoi pas faire une Ligue des Champions où déjà, au lieu de prendre les 4 premiers là, des meilleurs championnats, pourquoi ne pas prendre les 5 meilleures équipes du meilleur championnat et les 5 meilleures équipes du deuxième championnat? C'est-à-dire que là, on prendrait le cinquième en Angleterre et on prendrait le cinquième en Espagne. Ça aurait de la gueule quand même. T'enlèves des équipes un peu, voilà, moisies et tout. Enfin, moisies. J'abuse, mais en fait, quand tu vois que cette année, tu commences la Ligue des Champions, t'as des équipes comme l'Étoile Rouge de Bergla. Oula, l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y avait le Cercle Bruges. On avait. J'ai oublié de citer la Turquie aussi dans les championnats, qui doivent être un peu derrière la Russie et tout ça. Qui doivent être dans les 10 meilleurs championnats, quoi. Qu'est-ce qu'on a encore? Enfin voilà, après bon, t'as du Galatasaray, mais encore ça va, c'est pas des équipes catastrophiques. Qui est-ce qu'on a eu cette année? Il y avait les Young Boys de Berne, je crois, si je dis pas de conneries. Bon voilà, il y a quand même 3, 4, enfin peut-être même 4, 5 équipes où quand tu commences la compétition, tu te dis, ouais, dans ces équipes-là, à part se faire écraser, elles vont rien faire. Et d'ailleurs, bah, c'est exactement ça, hein. Je veux dire, l'Étoile Rouge de Belgrade, ça fait 2 ans de suite qu'ils se qualifient. Alors c'est très bien pour eux, mais il y a un moment, je veux dire, bon, voilà quoi. Est-ce qu'ils voudraient pas mieux? Moi, je pense à une sélection pour les équipes en Ligue des Champions. Par exemple, voilà les 5 premiers des 2 meilleurs championnats. Euh, Après, est-ce qu'on pourrait pas prendre, bon, on peut continuer à prendre 4 équipes en Italie, 4 équipes en Allemagne, 3 équipes en France. Derrière la France et le Portugal, pourquoi pas 3 équipes portugaises. Ensuite, il doit y avoir 2 équipes, voilà, 2 équipes russes, 2 équipes belges, 2 équipes néerlandaises. Il doit rester quelques places, 3 ou 4 places, je sais plus, j'ai pas compté, j'ai même pas compté. J'ai dit les numéros, mais je les ai pas comptés. Enfin bref, voilà. Et en fait, ça va en venir à l'autre proposition qui suit.
pourquoi pas ne pas supprimer les barrages de compétition? C'est-à-dire, quand on commence une saison, très souvent, il y a des équipes qui la commencent, alors fin juillet pour vraiment les plus petites équipes, mais début août, où tu as des fois un premier barrage, un tour préliminaire, un premier tour préliminaire, un deuxième tour préliminaire, un troisième tour préliminaire, des barrages. Putain, des fois quand tu regardes les calendriers, tu as des équipes qui arrivent début août, mi-août, disons, elles ont déjà joué 3 4 matchs. Tu te dis, mais attends, puisqu'évidemment tous les barrages sont aller-retour, tu te dis, oh, surtout que ce qui est pas logique, c'est que, bah évidemment, c'est les équipes les plus nulles, c'est-à-dire les équipes qui ont le moins de possibilités financières au niveau du talent des joueurs, etc., qui se retrouvent à jouer le plus de matchs dès le début de la saison. Enfin, je veux dire, moi je prends l'exemple de l'an dernier de Strasbourg, donc eux ils ont fait les barrages de l'Europa League, pas de la Ligue des Champions, mais c'est pareil, ils ont fait un tour préliminaire et des barrages. Et en plus, en barrage, ils se sont tapés l'Eintracht Francfort. Donc je veux dire, tu commences déjà le match avant même de l'avoir joué. Eintracht Francfort, Strasbourg, Eintracht Francfort, ils sont déjà au-dessus. Mais là, Strasbourg, ils arrivent contre l'Eintracht Francfort en ayant déjà joué 2 matchs. Et après, ils arrivent en Ligue 1, ils s'effondrent, ils étaient 19e au bout d'une dizaine de journées, au bout d'une dizaine de journées, pardon. Mais évidemment, ils ont déjà joué 3, 4, 5 matchs de plus que toutes les autres équipes de Ligue 1, par exemple. Alors que déjà, Strasbourg, c'est pas une équipe qui a les possibilités des meilleures équipes de l'Europa League, et pourtant pour y arriver elle doit faire des barrages, des barrages, des barrages. Donc moi je trouve que pourquoi pas ne pas supprimer tous les barrages, et en fait à la fin de la saison, quand on termine une saison, on dit voilà, bon bah les 5 premiers de l'Espagne, les 5 premiers d'Angleterre, les 4 premiers de l'Italie, les 4 premiers de l'Allemagne, les 3 premiers de la France, les 2 premiers des Pays-Bas, 2 premiers de Portugal, 2 premiers blablabla, etc. Et comme ça, toutes les équipes savent à la fin de leur saison ce qu'elles jouent, quand, et il n'y a pas besoin de faire une préparation début août pour commencer des matchs de barrage. Voilà. Et je trouve que ça permettrait de peut-être redonner une dynamique de forme aux équipes, qu'elles soient moins crevées dès le début, et pas. Parce qu'on se rend compte aussi que les joueurs sont de plus en plus blessés, fatigués, que les équipes ont du mal à faire leur préparation, et qu'en fait, ça joue sur le niveau des matchs qu'on voit. Parce qu'il y a des équipes, Strasbourg par exemple, comme j'ai dit, mais au bout de 10 journées, ils étaient 19e. Mais pourquoi ils étaient 19e? Parce qu'ils n'avaient plus de physique. Ils n'avaient plus de physique, ils ont commencé très tôt la saison. Bah après forcément, t'arrives en Ligue 1 contre des équipes, je sais pas, comme Nantes qui ne jouent pas du tout l'Europa League, qui eux ont fait leur préparation correcte. Ils arrivent en Strasbourg, des équipes comme ça, bah ils mettent l'intensité que Strasbourg n'a pas, et Strasbourg ils se retrouvent à se faire plier en championnat, alors qu'en fait ils sont pas mauvais, c'est juste qu'ils ont plus de jus quoi. Ils ont tout donné ce qu'ils avaient déjà contre Francfort et tout, ils avaient déjà joué 4 matchs en Europa League. Voilà, et après, c'est compliqué. Et après, tu dois enchaîner les matchs de championnat. Tu dois enchaîner. Alors, eux, ils sont même pas qualifiés, hein. Mais imagine si c'était qualifié en battant Francfort. Ils auraient dû jouer 6 matchs d'Europa League. En plus de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France qui aurait commencé et tout en début d'année d'après. Puisque c'est en janvier hein, que ça commence. Plus le championnat que tu es censé jouer à fond pour pouvoir te requalifier pour la compétition. Parce que quand tu es Strasbourg, tu as quand même plus de chances d'aller en Europa League en te qualifiant par l'intermédiaire de ton championnat que en espérant la gagner pour la Ligue des Champions, tu vois. Donc c'est compliqué tout concilier. Et pourquoi pas, comme je l'ai dit, supprimer tous les barrages. Quand on termine une saison, on sait quelle équipe va dans quelle compétition, point barre. Et j'en viens au prochain point de mes propositions. Pourquoi ne pas faire une Ligue des Champions à 32 équipes un peu plus relevée, en prenant donc voilà, peut-être le cinquième des meilleurs championnats, peut-être 4 équipes en France, plutôt qu'aller chercher une équipe à Chypre et de faire des barrages entre le neuvième championnat et le 12e championnat, par exemple. Pourquoi pas faire une Europa League avec donc les équipes que tu enlèves de la Ligue des Champions, là, genre, je sais pas, le Cercle Bruges, l'Étoile Rouge de Belgrade, tu les fous en Europa League. Bah, tu les mets en Ligue des Champions, tu te dis, ouais, c'est des équipes qui vont se faire bouffer. Tu les mets en Europa League, tu fais, ah, c'est quand même des équipes qui ont de l'expérience, qui sont pas nulles et tout. Ça relèverait le niveau de l'Europa League. Pourquoi pas? Parce que l'Europa League, quand elle commence, il y a 48 équipes hein, au début dans les poules. Pourquoi, au lieu de faire une Coupe d'Europe à 48 équipes, pourquoi ne pas faire une Europa League à 32, avec donc ces quelques enlevés de la Ligue des Champions qui seraient donc en Europa League, qui permettraient de relever un peu le niveau. Tu fais que 32 au lieu de 48 et tu crées une troisième Coupe d'Europe avec là aussi 32 équipes encore inférieures. Alors certes, qui regarderait la troisième Coupe d'Europe? Pas grand monde, mais au moins tu te retrouverais avec une Ligue des Champions avec beaucoup d'équipes fortes, une Europa League avec beaucoup d'équipes moyennes bonnes, et une dernière compétition avec des équipes en progression qui, enfin que des fois tu vois
en Europa League, tu te dis, mais elles ont même pas le niveau. Mais si déjà elles pouvaient passer par une troisième Coupe d'Europe, peut-être que ça leur permettrait d'élever leur niveau. Et après, tu peux imaginer, par exemple, l'équipe qui va en finale de la troisième Coupe d'Europe, elle peut aller directement en Europa League, etc. Voilà. Une progression par palier, et je pense que ça pourrait rendre le football européen un peu plus cohérent, enlever les barrages pour pouvoir alléger les compétitions, donner de l'air frais aux équipes. Moi, je trouverais ça intéressant. En tout cas, c'était les propositions que j'avais à faire. Ah oui, non, j'en avais une dernière, oui. Euh, Quand on fait un match de Ligue des Champions ou d'Europa League, en phase finale, il est... Alors, à partir des huitièmes ou des 16e de finale, je parle, il est aller-retour. Ce qui serait bien, il y a donc cette règle du but à l'extérieur. Ce qui serait bien, ce serait d'enlever le but à l'extérieur quand on arrive dans la prolongation, donc sur le deuxième match. Parce que le match aller, je vais prendre, il y a par exemple voilà, Paris-Dortmund. Match aller, Dortmund-PSG. Le match est à Dortmund. Si le PSG, enfin le PSG perd 2-1. Bah, on va changer un peu l'histoire, mais c'est pas grave. Bon, le Paris Saint-Germain a gagné, non, a perdu. Oula, je vais arriver. Dortmund a gagné 2-1 au match aller. Imaginons qu'au match retour, donc sur 90 minutes, imaginons que le match retour, donc lui aussi sur 90 minutes à la base, se termine par un 2-1 pour Paris. On va donc en prolongation. Ce qui veut dire que Dortmund, ils ont 120 minutes pour mettre un but à l'extérieur. Ils ont le droit de mettre un but à l'extérieur. Enfin, la règle du but à l'extérieur est sur 120 minutes pour eux. Par contre, elle a été que sur 90 minutes pour le PSG à l'aller. Donc moi, il faudrait enlever cette règle du but à l'extérieur à partir des prolongations. C'est-à-dire qu'elle est effective sur les 90 minutes de match, mais quand tu arrives aux prolongations, c'est soit tu mets plus de buts que l'adversaire, soit, soit c'est fini. Genre, comment dire? Par exemple, voilà, si tu arrives en prolongation, donc match aller, Dortmund a gagné 2-1, match retour, Paris fait 2-1 au bout de 90 minutes, là tu enlèves la règle du but à l'extérieur, et par exemple, si Paris gagne 3-2 dans les prolongations, et ben en fait tu vas au penalty parce que les équipes ont mis le même nombre de buts. Puisque 3-2 d'un côté, 2-1 de l'autre, ça fait 4-4. Voilà. Et non pas Dortmund qui se qualifie, puisqu'ils ont eu la règle du but à l'extérieur sur 120 minutes au match retour. J'espère que j'ai été clair. Pour moi, dans ma tête, c'est clair, mais à expliquer, c'est un peu compliqué. Mais bon, je trouve que c'est assez injuste pour du coup l'équipe qui reçoit au match retour, parce qu'elle peut se retrouver à 120 minutes pour encaisser un but à l'extérieur, alors qu'elle, elle n'a eu que 90 minutes à l'aller pour en mettre un. Voilà. Ça, c'était ma dernière proposition pour la Ligue des Champions, l'Europa League, etc. Il y a un dernier thème qui va arriver maintenant. Et ce dernier thème va tout simplement concerner les règles du jeu. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé, on l'a vu ces derniers temps. Bon, voilà, je sais pas, par exemple, des règles plus ou moins importantes, comme voilà, la double peine a été enlevée, c'est-à-dire que maintenant, quand tu fais une faute sur un défenseur qui part tout seul au but, sur un attaquant qui part tout seul au but et que tu es le dernier défenseur, avant, si tu faisais faute, bah tu prenais rouge. Maintenant, tu peux prendre que jaune, en fonction évidemment de l'intensité de la faute, quoi. Mais tu peux ne prendre que jaune. Voilà. Il y a eu aussi la règle au niveau du coup d'envoi. Avant, il fallait deux joueurs dans le rond central. Maintenant, tu peux être qu'un joueur dans le rond central. Bon, ça, par exemple, ça change pas grand-chose. Mais bon, il y a eu des changements, plus ou moins bien, ces derniers temps. Alors, c'est difficile de trouver des règles qui pourraient améliorer le foot. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, je veux dire, on est quand même à plus de 100 années de foot professionnel, donc ça a déjà été bien réfléchi à plusieurs niveaux. Mais il y a quand même des petits trucs, hein. J'ai pensé à trois choses, notamment la première, qui, je pense, tout le monde y a déjà pensé, un carton orange. Alors, qu'est-ce que c'est un carton orange? Aujourd'hui, je vais reprendre l'exemple de la double peine qui n'existe plus. Quand tu pars au but, que tu es tout seul à aller au but, il y a un seul défenseur qui peut t'empêcher d'y aller. Et de toute façon, il sent que tu vas le prendre de vitesse, ça va être terminé, tu vas aller tout seul au but. Ce défenseur, il fait faute. Il fait une faute grossière, un peu moche, là, tu vois, genre il te prend l'épaule pour t'empêcher de courir et tout, c'est faute. Tu pars tout seul au but. Donc, avant, on mettait une double peine, c'est-à-dire que, premièrement, il y a faute. Grossière, donc jaune. Et en plus, tu empêches le joueur d'aller au but, tu annihiles une action de but évidente, donc ça vaut une sorte de deuxième jaune, ça faisait rouge direct. C'était ça la double peine. Aujourd'hui,
Il n'y a plus cette double peine, ce qui veut dire que tu as fait une faute, c'est jaune. Voilà. Il n'y a plus de. Tu as fait une faute et tu as annihilé une action de but, mais bon, on te met jaune parce que sinon l'équipe, tu vois, risque de se retrouver à 10 contre 11, et si tu fais ça dès la 20e minute, bah, ça casse un peu tout le match, quoi, voilà. Alors, c'est difficile d'avoir le juste milieu parce qu'il y en a qui diront le rouge c'était mieux, d'autres qui disent seulement jaune c'est mieux. Il y a débat, hein. Moi je trouve que de toute façon c'est pas ce dont je vais parler, le fait qu'il y ait rouge ou jaune c'est pas important. Pourquoi ne pas créer un carton orange qui, alors au rugby c'est le carton jaune, mais qui comme au rugby permettrait de faire sortir un joueur pendant 5 voire 10 minutes. Pourquoi pas 10 minutes? 10 minutes ça paraît beaucoup, mais 5 minutes ou 10 minutes, parce que 5 minutes ça paraît peu, disons 10. Et en fait, tu vois, par exemple, là, dans ce cas de cette double peine, en fait, tu fais pas une faute qui est grave, c'est-à-dire que le mec, tu le retiens un peu par l'épaule, tu l'empêches d'avancer, tu le mets pas en danger, tu risques pas de le blesser, c'est pas une grosse faute dans le sens méchant. Donc, ça vaut pas rouge. Mais par contre, tactiquement, tu as quand même cassé une occasion évidente de but. Donc, t'as envie de mettre, tu vois, un rouge ou une accumulation de jaune et tout. Pourquoi pas mettre un carton orange qui donc fait sortir le mec pendant 10 minutes, pénalise son équipe pendant 10 minutes, hein, ça clairement, t'es à 10 contre 11 pendant 10 minutes, par contre, que pendant 10 minutes. C'est-à-dire que si tu fais ça à la 85e, bon, on verra pas la diff. Par contre, si tu fais ça à la 20e minute, si tu mets un rouge dès la 20e minute, c'est-à-dire que ton équipe elle joue 70 minutes minimum à 10 contre 11. Tu vois, le match est cassé, le match est complètement changé de physionomie. Si tu fais 10 minutes, pendant 10 minutes, t'es à 10 contre 11, et on sait qu'être à 10 contre 11 c'est pas facile, mais au moins le joueur est pénalisé, l'équipe est pénalisée, mais elle est pas non plus. Tu changes pas toute la physionomie du match, tu vois. Moi je trouverais ça intéressant, évidemment ça peut se retrouver dans plusieurs autres cas de figure. Par exemple, une faute un peu violente qui ne blesse pas l'autre joueur et tout, mais bon, voilà, tu sais, c'est un jaune, c'est un jaune violent quand même, tu vois, c'est un jaune orangé, et bah, mais le carton orange, le joueur sort carrément pendant 10 minutes, et puis voilà, comme ça, tu casses pas le rythme. Si c'est une faute, tu te dis, ah, putain, ça vaut quand même pas rouge, enfin, ça fait chier de mettre rouge là-dessus. En même temps, tu te dis, putain, jaune, le mec, il lui sort quand même un charcle incroyable. Et ben, un carton jaune, ça permettrait de mitiger un peu tout ça et de bah, pénaliser l'équipe sans lui rendre le match impossible, quoi. Voilà. Donc évidemment, on peut imaginer plein de choses pour ce carton orange, hein. Je sais pas dans quelle situation ça pourrait arriver. Ça évite aussi je sais pas, voilà, pour les fautes d'anti-jeu ou des fautes vraiment grossières, des fautes ou des fautes un peu, des réactions un peu d'humeur, mais qui sont pas très violentes. Par exemple, des fois, je sais pas, t'as un joueur qui te dépasse en te faisant tomber, tu lui mets une sorte de petit coup de pied mal placé, un truc qui vaut pas rouge, mais un truc qui mériterait pas que le jaune non plus. Hop, un petit carton orange, tu sors pendant 10 minutes, et puis voilà, tu reviens après, t'es calmé, mais au moins, bon, ton équipe pendant 10 minutes, elle a été dans le mal. Bon voilà, moi je trouve que ça pourrait être super intéressant. Donc au rugby ça existe déjà bien sûr, c'est le carton jaune. Sauf que eux ils ont pas plein de petites fautes sifflées en permanence qui donnent des jaunes. Nous il y a trop de jaunes dans le foot. Tu peux pas dire un carton jaune c'est 5 minutes dehors. Il y aurait tous les joueurs à l'extérieur, sinon ce serait compliqué. Donc mais un carton orange pourrait être assez intéressant. Je trouve que ça se discute. Après une autre petite règle euh, qui pourrait être intéressante. Alors ça, je pense que est-ce que ce serait bien ou pas, je sais pas, mais moi il y a un truc qui me m'énerve profondément. C'est quand tu es à la 92e minute de jeu, tu sais, que tu es une équipe nulle, tu es dernier de ton championnat, que tu fais 1-1 contre le troisième, tu sais. Donc tu es hyper content du résultat, hein, tu fais tout pour le tenir. 92e minute de jeu alors que tu as 3 ou 4 minutes d'arrêt de jeu, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rentrer un mec là, un défenseur, hein, souvent, hein, mais tu fais rentrer un mec, comme ça, juste pour casser le rythme, tu sais, pour gagner du temps, casser le rythme et tout. Et ben moi, j'aimerais créer une règle. À partir de la 90e minute, tu n'as plus le droit de faire de changement dans le temps additionnel. Et même 45 minutes, mais bon, en général, tu fais pas trop de changements à la 45e minute pour casser le rythme. Donc, à partir du moment où tu es à la 90e minute, tu n'as plus le droit de faire de changement. Alors, attention, je m'explique. Si c'est un match de coupe, où derrière tu as 30 minutes de prolongation, tu as le droit de faire des changements dans les prolongations, hein, c'est pas le souci. Par contre,
quand t'es dans un match là, comme ça de championnat et tout, tu sais que t'es à 81 à 12ème et que t'as 4 minutes d'arrêt de jeu et que l'autre il te fait rentrer un défenseur là, juste pour faire gagner du temps, etc. Bah non, fini, plus le droit. À partir du moment où l'horloge affiche 9-0.00, fini. Tu n'as plus le droit de faire de changements tant que le temps additionnel n'est pas écoulé. Comme ça, là, ça éviterait les vieux changements à la con, là, les changements à la Mourinho, les trucs comme ça, où le mec il te fait rentrer un mec qui ne touche même pas le ballon pendant 2 minutes juste pour gagner du temps. Sans déconner, quoi. C'est dégueulasse, même pour le joueur. Le mec qui rentre, des fois il rentre 1 minute, il a même pas tapé le ballon, il a même pas fait une course. T'as envie de dire, mais putain, t'es sérieux, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Et puis, il y a quand même un côté anti-fair play, moi, je trouve, dans ce fait de. Enfin, anti-fair play, on va pas abuser, mais tu vois, dans ce fait de gagner du temps et tout, c'est un peu jouer sur le. Voilà, bon, moi je trouve ça nul, donc voilà, paf, comme ça je l'enlève, plus de changement dans le temps additionnel, et puis au moins ça calme tous les mecs là qui font rentrer des joueurs juste pour gagner 30 secondes. Et ensuite, une dernière petite chose, bon ça va pas révolutionner le foot, on a vu sur les penalties, hein, notamment la sévérité qui a augmenté envers les goals, hein, puisque tu n'as plus le droit, ils ont vraiment plus le droit de quitter leur ligne. Voilà, on voit que c'est de plus en plus appliqué. C'est une règle qui a très souvent existé, mais qui n'a pas été appliquée. Là, vraiment, tu sens qu'on a mis le point dessus. Ça arrive de plus en plus souvent qu'un penalty soit retiré à cause de ça, d'un goal qui avance d'un pas là, en dehors de sa ligne. Pourquoi pas retirer le droit au joueur de marquer un temps d'arrêt? Alors, ça a déjà existé, mais pareil, c'est pas vraiment, c'est pas très précis, c'est pas trop appliqué. Si le Enfin, si le goal on fait bien en sorte que sa course elle soit, il est sur sa ligne, il plonge, pourquoi est-ce que le joueur il ferait pas une course sans arrêt? Pas le droit de s'arrêter pour regarder là où commence à partir le. Quand ils font ça, je trouve ça aussi un peu dégueulasse, où tu commences à t'élancer, puis en fait tu t'arrêtes, comme ça le goal tu commences à voir où il part et tu lui fous dans le coin. Non! Le joueur il démarre, il prend son élan, hein, beaucoup, pas beaucoup, comme il veut, il fait sa course d'un trait et il tire point barre. Pas de temps d'arrêt, pas de d'hésitation où le goal il commence à flageller là sur ses genoux et du coup tu te dis ah il part à gauche la fois à droite. Non, fini. Une course, une frappe, point, but, pas but. Le penalty, je trouve, c'est un geste ultra instinctif. C'est-à-dire que t'as beau dire ouais je vais la mettre là, je vais la mettre là, je vais la mettre là. En fait, c'est l'instinct. Tu commences à t'élancer, tu tires. C'est tout. Il faut marquer, il n'y a pas de. Tu devrais pas avoir de réflexion, je trouve. C'est ça la beauté du penalty. C'est pas un. euh, Tu vois, c'est comme un coup franc. Il y a un côté comme spontané où à partir du moment où tu commences ta course, il faut marquer, quoi, tu vois, c'est tout. C'est ça le but. Le but du péno, c'est tu commences ta course, faut marquer. Et bah pourquoi pas enlever là vraiment ce temps d'arrêt, plus le droit de faire un temps d'arrêt pour les joueurs qui tirent. Et puis comme ça, on aurait des pénaux. Si le goal aussi n'a pas le droit de quitter sa ligne, il y aurait des pénaux très spontanés, très voilà. Plutôt que toujours avoir ces temps d'arrêt un peu dégueux où l'autre il fait une course. Au début, il commence, c'est un dinosaure en train de courir, et puis après, il est là en mode petit pas de loup. Non, c'est bon, tire, mec. Bon, voilà, ça changerait pas la phase du foot, mais bon, je trouverais ça un peu plus joli que des courses d'élan là en demi-sprint bizarre. Enfin voilà, j'ai fait les 4 thèmes. Donc j'ai commencé par les compétitions nationales, j'ai continué avec la Ligue 1 et la Ligue 2, la Ligue des Champions, l'Europa League et les règles en général du football. Est-ce que il y a des choses, est-ce que j'ai dit des conneries? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que j'ai dit qui sont à débattre? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faisables? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vraiment aider à améliorer le foot, que ce soit par la beauté ou par la justice, etc. Par la fluidité du jeu aussi. Bon voilà. Est-ce qu'il y a d'autres propositions à faire? Sûrement. D'autres propositions. Voilà. En tout cas, on en débat, on est là pour ça, on en parle. Ça fait quand même une grosse vidéo, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer. J'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!